Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du village de Morienval. Cette vidéo sera plus longue que d'habitude car, en plus de son histoire et de son abbaye, Morienval compte plusieurs hameaux ou écarts. Morienval est une commune de 1080 Morienvalois et Morienvaloises et se situe sur la D335 entre Crépy-en-Valois et Pierrefonds. Le territoire de Morienval, l'un des plus vastes du département, comprend une partie de la forêt de Compiègne, occupe la plaine fertile entre cette dernière et la forêt de Reths, et descend au sud jusqu'aux rues de Bonneuil et à la rivière l'Automne. Morienval se nommait autrefois Moriana-Valis en 570, Morneval en 1179, Morny-Valis en 1207, Mornienval, Morgneval, Morinval, Mornienval, Mornenval et bien d'autres encore dans le même style. Le village de Morienval est probablement un des plus anciens de France, mais son origine est entourée d'obscurité. Son nom dans les chartes mérovingiennes, Moriana-Valis et Morinum Villa, a fait penser que les empereurs y avaient placé une colonie de Morins ou Morini, une peuplade de Gaulois belges, ainsi qu'ils l'avaient fait à d'autres endroits. Ce n'est toutefois qu'une supposition, car on pourrait aussi penser que Morinum Villa était à l'origine un établissement romain de plaisance que les Romains appelaient villae, et qu'il est revenu par la suite au premier roi des Francs mérovingiens. D'ailleurs, on a recueilli beaucoup de médailles impériales romaines ainsi que de nombreux tessons de tuiles brisées dans les plaines de Grandchemont et de Brassoir. Morienval compte donc de nombreux hameaux et écarts: Élincourt, Faussemont, Buis, Grimancourt, Vaudrampont, Roquigny, le Four d'en Haut, et les fermes de Brassoir, Lessard-la-Besse et de Mai, ainsi que l'ancien prieuré de Saint-Nicolas de Courson. Il y avait un autre hameau, Saint-Clément, entièrement enclavé dans la commune de Morienval, qui a été réuni à celle-ci par ordonnance royale du 31 mars 1825. Partons à la découverte des hameaux et écarts de Morienval. Le hameau de Faussemont se trouve au nord-est de Morienval et juste derrière ce panneau, on peut apercevoir l'arrière de l'église de Morienval. Ce hameau est composé d'une trentaine de maisons sur une seule rue sur le chemin de Brassoir et de la ferme de Mai. Roquigny se nommait Roqueny, IS, en 1194, Roqueny avec un Y et Rocheny. Roquigny comprend une dizaine de maisons dans la vallée de l'Automne sur les anciens chemins de Creil à Villers-Cotterêts et de Crépy à Compiègne. Il y avait un ermitage célèbre autrefois avec une chapelle détruite depuis longtemps. On prétend qu'un certain Névremont chassa l'ermite pour s'emparer de l'emplacement. Élincourt se nommait Élincuria et Élincourt avec un H au début. Élincourt est à l'est de Roquigny, au lieu où le vallon de Morienval débouche sur la vallée de l'Automne, près de la rivière et situé sur le même ancien chemin que Roquigny. Ce lieu a tiré son nom de Élin, sénéchal de France et gouverneur de Crépy, l'un des généraux de Philippe d'Alsace dans sa lutte contre Philippe Auguste. Ce fut lui qui ravagea le comté de Clermont en Beauvaisis, le Vermandois, et qui enleva d'assaut le château de Dammartin. Il assista à la dédicace de la collégiale Saint-Thomas. Ce guerrier étant né à Bettencourt, les religieuses de Morienval lui donnèrent la charge de mère dans son lieu natal et le prirent pour avoué, c'est-à-dire qu'elles lui confièrent la garde de leurs terres. Elles lui abandonnèrent en récompense de ses soins un domaine qu'il fortifia, à l'abri duquel il forma un village qui a conservé le nom de son fondateur. Par la suite, le comte de Flandre, ayant reconnu les grandes qualités d'Élin, l'attacha à son service et il devint ainsi l'un des hommes les plus distingués du XIIe siècle. Il y avait aussi un manoir fortifié appelé Château Plus, situé au lieu-dit de la Plaine, dans la rue des Champs, mais il n'existe plus depuis des siècles. Buis se nommait Buxitum, Beinoleium, Buis BUI, puis Buis BUIS.
Buis est un hameau sur la pente du vallon de Bonneuil-en-Valois, à la limite orientale du territoire de Maurienval, situé entre Pondron et Bonneuil. Il y existait une église dédiée à Saint Christophe, mais qui a été détruite aux environs du XVIIIe-XIXe siècle. Grémancourt, autre hameau, est à 100 mètres environ au-dessus de Buis. Il y avait sous le titre de Saint-Michel une chapelle détruite avant la Révolution. Ce lieu, composé de 4 fiefs, formait une seigneurie possédée en 1770 par Dominique Georges de Tourol, premier valet de chambre du Dauphin et maréchal des logis de Madame la Dauphine. Il se qualifiait lui-même de seigneur de Grémancourt. Brassoir, qui se nommait Brassoir et Brassoir avec un E, est une grosse ferme dans la plaine sur un tertre à l'est de Maurienval. Ce lieu a commencé par une maladrerie fondée au XIIe siècle dont les biens furent annexés à l'hôtel-dieu de Verberie selon une lettre patente du 3 octobre 1693. La ferme de Lessard-l'Abbesse, ainsi appelée du bois de Lessard, où l'on coupa le bois pour la construire, appartenait à l'abbesse de Maurienval. Lorsqu'on construisit au cours du XVIIIe siècle le grand chemin qui menait directement de Compiègne à Villers-Cotterêts, un relais de poste fut placé à Lessard comme point intermédiaire. Cet établissement a été supprimé vers 1715-1796. Non loin de Lessard-l'Abbesse et de Brassoir, près de la forêt de Ray, se trouvent les ruines de l'ancien château nommé la Loge Lambert, qui avait été construit au XIVe siècle et qui fut détruit peu après son achèvement. Ces ruines, rasées aujourd'hui, sont dans un bosquet tenant à la forêt. Il y a encore un puits duquel on retira en 1774 7 crânes, d'autres ossements, des vêtements et des chaussures. Saint-Nicolas de Courson se nommait Sanctus in Cuisia en 1163, puis Saint-Nicolas au bois et Saint-Nicolas en Cuise. C'est un écart d'une dizaine de maisons à la limite nord du territoire au milieu de la forêt de Compiègne. La chaussée Brunehaut, allant de Soissons à Senlis, passait au-dessus, ce qui laisse à supposer que ce lieu ait été fondé par les Romains. Les médailles et autres restes romains y abondent et on trouva notamment au XIXe siècle, en creusant pour planter, quantité de matériaux, pierres taillées, tuiles à rebord, vases rouges, bruns, noirs, du verre, etc. Un établissement religieux, détruit par les Normands, fut relevé sous le règne de Louis le Jeune. L'église était à peine achevée en 1185 lorsque la comtesse Éléonore fit présent aux moines réunis, sous l'autorité d'un prieur, de 3 muides de blé à prendre chaque année sur les moulins de Crépy. Les religieux, réduits à un petit nombre par la suite, le prieuré fut réuni à l'abbaye de Marmoutier à Tours. L'église fut abattue en 1787 et ses restes compris dans la reconstruction des bâtiments effectuée l'année suivante. M. Troussel, secrétaire du comité de salut public, acquit cette propriété comme domaine national et après amélioration la revendit en 1818 à la liste civile. Le four d'en haut, ou la Fortelle, se trouvait immédiatement au-dessus de Saint-Nicolas. Ce lieu a tiré son nom d'une verrerie qui y fut fondée sous le règne de Charles VI par Renaud Enguerel, auquel le roi accorda différents privilèges, notamment celui de prendre dans la forêt le bois nécessaire pour son industrie. On ignore l'époque de la destruction de la verrerie. Le four d'en haut appartenait au Xe siècle aux ducs de Gandal et d'Épernon comme gagistes des domaines royaux de Compiègne et de Senlis. Le manoir seigneurial, aujourd'hui disparu, était considérable, garni de tournelles et d'un escalier contenu dans une cage extérieure polygone. Il y avait des constructions romaines près de la chaussée Brunehaut qui passe au-dessous du village. Vaudrempont, hameau au pied des montagnes des Grands Monts, dans la forêt à l'ouest de Saint-Nicolas, est au bord de l'ancien chemin de Compiègne à Maurienval et ne comprend que 5 maisons, mais il a été plus considérable. On y voit notamment, au lieu nommé Four d'en bas, des amas de scories dénotant l'existence d'une ancienne verrerie. Vaudrempont est situé sur la D332 entre Compiègne et Crépy-en-Valois. Au XIXe siècle, la ferme de Grandchemont était une ferme dont le nom est corrompu de la Grange au Mont, située au-dessus de Maurienval en direction de Pierrefonds. Elle était entourée de quelques maisons dont l'ensemble constituait autrefois un hameau. Des constructions intermédiaires l'ont peu à peu reliée à Maurienval.
La ferme, qui était très vaste, fut entièrement brûlée au mois de septembre 1792. Le feu prit encore le 21 décembre 1816 et détruisit les 22 maisons composant le village. Une partie des nouvelles habitations fut alors établie du côté de Morienval. Aujourd'hui, il y a l'instant Morienval, un gîte de charme pour familles, groupes ou collègues de travail avec 2 grandes maisons, une piscine intérieure et une salle pour l'événementiel. Et enfin, le dernier écart est la ferme de Mai au nord de Morienval. Il est composé de 2 ou 3 maisons et d'une très grande ferme. Intéressons-nous à l'histoire de Morienval. Du temps des Mérovingiens au 7e siècle, Dagobert Ier avait à Morienval une maison de chasse qu'il visitait souvent. Les successeurs de Dagobert habitèrent le palais de Morienval. Charles le Chauve notamment se plaisait dans cette résidence. Rien n'est sûr, mais il est possible que ce soit Dagobert Ier qui fonda l'une des plus célèbres abbayes de l'ancienne France dans l'ordre de Saint-Benoît. Après avoir été une église dédiée à la Vierge et à Saint-Denis, il institua pour la desservir un monastère double composé d'une communauté d'hommes et d'une communauté de femmes, pour lequel il céda une partie de son ancien palais, un enclos très vaste et plusieurs dépendances. Le monastère de Morienval était autrefois un des plus puissants du Valois. Il possédait plusieurs moulins, des bois et avait des droits en forêt de Compiègne. L'établissement avait à sa tête une abbesse nommée par le roi, c'était donc un monastère royal. Charles le Chauve a daté de Morienval en 870 2 chartes, l'une concernant le monastère de Valfroy et l'autre pour les religieux de Valbry. Au IXe siècle, on frappait de la monnaie au nom du village, ce qui laisse à penser qu'il y avait un marché. Charles le Chauve, à la demande de la reine Ermentrude, donna au monastère la terre de Bétancourt, le moulin, une brasserie, une ferme à Rouvres, le village de Parvilliers dans la Somme, celui de Fonches en Vermandois, du Sainte en Artois, des bois et autres terres. Devenu opulente par ses libéralités, ses dons, le monastère fut agrandi en abbaye. Le comte Thierry, frère de Charles le Simple, est un des plus anciens abbés laïcs dont on ait conservé le nom. Il obtint du roi Carloman, en faveur de ses moines, la terre de Fresnoy-la-Rivière, avec bien d'autres biens situés à Vattier-Voisin, Bellival, Béthisy et bien d'autres. Peu après, les Normands, ayant remonté la vallée de l'Autonne en la dévastant, parvinrent jusqu'à Morienval qu'ils détruisirent. Les bâtiments claustraux et l'église construits en bois furent incendiés. L'abbé Robert, frère du roi Eudes et successeur de Thierry, obtint après ce désastre de Charles le Simple une charte portant confirmation des biens donnés par Charles le Chauve et Carloman. Il commença ensuite la reconstruction de l'église et de l'abbaye qui dura, dit-on, plus de 100 ans. On bâtit un fort et un donjon à l'emplacement de l'ancien palais royal qui avait été incendié lui aussi. Morienval était un bourg fermé avec 3 portes, une dans la rue des Lombards, une autre à l'entrée de la rue de Granchemont et la 3e aux Tournelles vers Saint-Clément. Il ne reste plus de traces de ces clôtures ni des portes. Et justement, une de ces portes, la porte des Tournelles, donnait accès au faubourg de Saint-Clément qui a été réuni à Morienval en 1825. L'abbaye y possédait de tout temps la seigneurie. Le fief dit de la tour de Morienval était au-dessus de Saint-Clément. Le duc d'Orléans le donna au Chartres de Bourg-Fontaine lorsqu'il arrangea le parc de Villers-Cotterêts en échange du domaine de Fleury qui appartenait aux moines. Pour ce qui est de cette abbaye Notre-Dame et de l'église Saint-Denis, je vais vous la présenter brièvement car elle fera l'objet d'une vidéo spéciale bientôt. La date d'édification de l'abbaye n'est pas certaine. Elle pourrait très bien avoir été fondée, comme je l'ai dit plus tôt, autant par Dagobert Ier que par Charles le Chauve. Aucun document ne peut le certifier. Donc la fondation remonte entre le 7e et le 9e, voire le 10e siècle. Mais l'abbaye a été construite en premier et l'église ensuite.
L'abbaye était mixte au départ, une communauté de moines et de moniales se la partageait, mais aux alentours du Xe ou XIe siècle, les moines laissèrent l'abbaye aux moniales avec une abbesse qui, nommée par le roi, devint une abbaye royale. Du XIIe au XVIIIe siècle, plusieurs abbesses se succédèrent à la tête de l'abbaye. De l'abbaye elle-même ne reste apparemment que ce bâtiment juste à côté de l'église abbatiale devenue paroissiale au XVIIIe siècle. L'église dédiée à Saint-Denis est un monument historique d'un grand intérêt, comprend une nef, des latéraux, des transepts, un chœur entouré d'une galerie et 3 clochers. D'ailleurs, l'église est connue pour ses 3 clochers, 2 sans cloche, comprendre 3 clochers dont 2 sans aucune cloche. La façade occidentale est dominée par une tour du début du XIIe siècle de 40 à 50 ans plus jeune que les tours jumelles à l'est. La façade est déséquilibrée et n'existe sous sa forme actuelle que depuis les restaurations de la fin du XIXe, car le pignon sud n'était pas libre jusqu'à la démolition du bâtiment conventuel ruiné du XIIe siècle. L'église possède 2 accès, tous deux sur la façade occidentale, le portail principal sous la tour et le portail latéral dans le mur de son collatéral nord. On ne peut qu'apprécier la beauté du portail latéral et ses sculptures. On entre dans l'église par le portail situé sous le clocher en descendant quelques marches et on se trouve sous un porche du XIIe siècle accueilli par une statue de Saint Christophe. Avec seulement 3 travées, la nef est assez courte, l'église étant réservée aux religieuses qui se tenaient dans la croisée du transept et le chœur pendant les offices. L'architecture est aujourd'hui un curieux mélange de roman et de gothique flamboyant tardif. C'est pour cette raison que l'église de Moriaval est souvent identifiée comme un des premiers exemples de transition entre le roman et le gothique. La croisée d'ogive de la croisée du transept étant dite comme une des premières gothiques en France. L'église est répertoriée dans la première liste des monuments historiques français en 1840. Elle est citée par Eugène Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné de l'architecture. Des dessins d'architectes de 1847 et 1853 attestent du triste état de l'abbatiale dans lequel elle se trouve alors. La restauration commence en 1878 sous la direction de Paul Selmersheim. Il faut d'abord reconstruire le bas-côté nord. Les colonnettes et chapiteaux seront reconstruits à l'identique, et ceux des grandes arcades et de la nef seront restaurés et l'abside sera consolidée. À la fin du XIXe siècle, un important legs de l'abbé Réau permet la poursuite de la restauration en 1900. Des fouilles sont entreprises afin de trouver des indices sur son état primitif. Les parties hautes sont rétablies dans le style roman en se basant sur les restes d'une dernière fenêtre haute au nord. En 1903, l'absidiole nord est reconstituée à l'image de l'absidiole sud restée intacte. L'église abbatiale ne deviendra église paroissiale qu'en 1745 après le départ des religieuses suite à de profondes dissensions entre ces dernières et le curé. L'évêque de Soissons, François de Fritz-James, décide de fermer l'abbaye suite à des émeutes de villageois. Comme l'abbaye est royale, il en fait part à Louis XV qui, le 16 octobre 1743, signe un décret promulguant la fermeture de l'abbaye. Dans un premier temps, la communauté rejette la décision royale, mais finit par s'y plier et c'est ainsi que le 1er juillet 1745, les religieuses restantes sont réparties dans les abbayes voisines. Voilà ce qu'on peut dire sans trop entrer dans les détails, chose que je ferai pour la vidéo consacrée à cette église. Avant de repartir dans les rues de Moriaval, je voudrais vous faire découvrir la chapelle Saint-Anobert. Cette petite chapelle se dresse seule à quelques mètres de l'abbaye. Elle a été bâtie par Anne II de Foucault, abbesse de l'abbaye de 1596 à 1635. Saint-Anobert était évêque de Sées et mourut vers 705. En 1122, ses reliques, comme il était de coutume, étaient portées de province en province pour exciter la charité des fidèles. Lors d'un passage à Moriaval, elles furent déposées pour la nuit dans le chœur de l'église. Les reliques furent si lourdes le lendemain que personne ne put soulever la chasse, si bien qu'il fallut les laisser à Moriaval où elles attirent nombre de pèlerins. La chapelle est un édifice homogène et soigné comprenant une travée droite et une abside à 3 pans. Elle est éclairée par 5 fenêtres en plein cintre auxquelles s'ajoute un petit oculus ouvert au-dessus d'une porte en anse de panier. Repartons maintenant à Moriaval. Le monument aux morts se trouve sur une place en face à l'église. J'ai découvert 3 calvaires lors de ma visite du village.
dont celui-ci à Élincourt. Mais il se pourrait que j'en ai oublié quelques-uns. Idem pour les pompes à bras que j'ai vues. Tout comme les calvaires, il y en a 2 à Moriaval et une à Élincourt. Il y a une sente avec quelques escaliers qui mènent de la D332 à la place de la mairie et qui s'appelle Sente de l'école. Ombragée et avec une rampe centrale, elle est très agréable à prendre, surtout dans le sens de la descente. Au bout de la rue des Lombards, on peut voir un espace réservé aux jeux avec un terrain de boules, un terrain de basket et un petit terrain de foot. Une nouvelle école a été construite il y a 3 ans de l'autre côté de cette aire de jeu. On y trouve aussi un très beau lavoir. Et un autre se trouve rue du Jeu d'Arc, mais il est difficile d'accès dû à une végétation dense. Moriaval est aujourd'hui un village actif et vivant. Il y a une boulangerie, une maison médicale construite et ouverte cette année, une salle associative et de nombreux artisans du bâtiment. Petite anecdote, en 1971, les habitants du village ont participé au tournage d'un épisode de Maigret, Maigret à l'école, avec Jean Richard, où l'on voit l'abbaye Notre-Dame. Détail important, pour les amoureux du foot, Dominique Rocheteau, célèbre joueur de foot, a vécu une dizaine d'années à Moriaval. D'autre part, si vous êtes passionné d'architecture et d'archéologie, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube d'Aquilon, une association d'architectes, archéologues et d'historiens de l'Oise, et de découvrir leurs superbes vidéos et surtout celles sur l'église de Moriaval, dont je vous mets le lien en description. Voilà, notre découverte du village de Moriaval s'achève ici. J'ai adoré préparer cette vidéo car elle m'a permis de rencontrer des gens formidables qui m'ont ouvert leur propriété afin que je puisse vous offrir les vues que je désirais filmer. J'en profite pour les remercier infiniment et du fond du cœur. Je voudrais remercier aussi M. Briat, maire de Moriaval, ainsi que toutes les autres personnes qui m'ont permis de faire cette vidéo. Je voudrais surtout remercier énormément ma femme pour son soutien et ma fille pour son aide pour ce projet qui commence vraiment à prendre forme. Je vous retrouve bientôt pour découvrir un nouveau village isarien. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, mettre un petit commentaire et un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. A bientôt. Au revoir Moriaval.